parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Plaisir de vous retrouver en ce jeudi matin. Bienvenue. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur Radio Espace, vous nous regardez également sur Espace TV. Ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est le but évidemment qu'on s'est fixé à travers cette émission. Mesdames et messieurs, merci à nos radios partenaires, à Mamou, Fraternité FM, relaie cette émission. Si vous êtes du côté de Bokeh, c'est évidemment nos antennes régionales de ce côté. 99.7 également en modulation de fréquence. Quand vous nous écoutez sur 99, merci à vous tous à l'international, mesdames et messieurs. Plusieurs mois, cependant, sauf à vous évidemment pour réagir sur nos sujets, soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs en fortement, hashtag espace GG, le numéro de téléphone qu'il faut surtout pas oublier, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages en direct dans cette émission sous le coup de 10h. Les GG, chez vous, avec l'équipe de jour évidemment, Moussa Mouissila, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Lamine, bonjour. T'es concentré sur quoi exactement? Sur Mafoudia. Ouais, ça je le vois. C'est pas possible. Bien. Mafoudia Bangoura, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Diba Milimono. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Le jeune premier. Bonjour. Bonjour. Bonjour Daouda Mohamed Kamara. Bonjour Lamine, je crois qu'il faut se concentrer autrement désormais. Justement, c'est ce qu'on va faire et on va essayer de retirer ce qu'on doit retirer. C'est aussi simple que ça. Antoine Kourouma, l'anglais, bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue. How are you? Enfin, un petit verre de Kassouri, Dr Kassouri ce matin. Ouais, c'est cela, ouais. La Kassouri. C'est un petit peu à la casse, hein. Oui, c'est à la casse, oui. Tout le monde sait qu'il s'habille comme ça. Bon, Antoine. sauf que la cravate chez Kassouri est rouge, la mienne est bleue. Ah, Voilà, pas tout le c'est ça. temps. Pas tout le temps. C'est pas pourquoi tu généralement, c'est rouge. étreins, Admets, c'est un bon modèle. C'est ça le problème du forestier. Non, Tu dites étreins tes simplement. animaux. Ah non, C'est pas beau là. Mais c'est Ah, du non, Moïse. Ça glisse. Tu lui donnes. Oui, ça C'est glisse. du Je sais que Moïse. ça Ah glisse. non, Je sais dites ce à quoi je simplement. m'attaque. Dites simplement, Mais tu es bien habillé. Non, non, On va t'es pas passer. bien habillé. c'est le problème Il d'Antoine, étreint pas ses du épaules. forestier. Dès que tu confies un poste à un forestier, c'est comme ça. Non, non, à un Il Antoine. étreint ses épaules. Regardez, c'est pas possible. C'est incroyable. Non, mais Antoine, c'est incroyable. Mon habillement a quoi à voir avec le poste de cannelle? C'est ce que je dis justement. Mais Ça a changé. Non, mais Mais c'est ça vient ça. pas comme ça. J'ai Oui, toujours été tiré à quatre Oui, mais épingles. là, tu es non, trop pas sérieux. Ça date pas d'aujourd'hui. Depuis là, trop sérieux. Tu te rappelles la grande veste de Moussa Gangan, tu te rappelles de cette veste? Il portait une veste qui durait une semaine dans le journal. Eh ben voilà. C'est le premier présentateur de journal télévisé d'une télé privée Qui danse. qui à l'époque du lundi au vendredi c'était la même veste, une grosse veste, on dirait Boubou. Comment on dit l'or coulé sous le Les manche. manches, Mais c'est pas les manches possible. de le bras. L'or coulé sous le Non, pont. en fait C'était terrible à l'époque. Il aime l'ambiance quand même, Moussa. Il entend de la musique. Donc c'est le sang forêt cardiaque qu'on sent. À en fait. l'époque c'était terrible. Hein? Voilà. C'est un peu ça. Et cette sortie du Fama Moussa, hier ça s'est passé Batatra. Bah oui, Alpha a pris la parole, mon cher Moussa Moïsila. Oui, c'était à l'occasion de Guinée Investissement Forum. Il a donc pris solennellement la parole. Vous savez, c'est sorti solennel. D'abord sur l'initiative, je trouve que c'est une belle initiative. Ouais. Quoi que l'on dise sur le fonctionnement du pays, et quelles que soient les difficultés que nous rencontrons sur le plan social, politique, économique, quand des Guinéens se mettent ensemble, réfléchissent à des pistes de solutions, à des sorties de crise, je trouve que il faut saluer ces initiatives-là, parce que ça pourrait, si c'est vraiment bien suivi, si c'est bien mis en œuvre, ça pourrait attirer l'attention de l'étranger, du monde extérieur sur la Guinée. Un autre visage, une autre figure de la Guinée, autre que voilà, celle que nous avons pu constater durant les manifestations politiques et autres. Ça n'occultera pas les difficultés que nous subissons tous les jours, les difficultés liées aux droits de l'homme, les difficultés liées à la charte de la vie et tout, mais ça pourrait quand même permettre au monde extérieur de savoir qu'il y a des Guinéens, en dépit de tout cela, qui réfléchissent à trouver une autre voie à la Guinée, la voie de la crispation politique. Et je trouve que le chef de l'État, vous savez, il est plein, ce qui est quand même extraordinaire, il est plein d'optimisme. Quant à la Guinée, le comparatif, il ne cesse jamais de le faire. C'est l'émotion qui prend le dessus, mon cher Moussa. On va revenir dans un instant, mais d'abord, partir avec le décryptage, évidemment, avec, si vous le voulez bien, du côté de la régie, avec la complicité ce matin de Cabinet Condé, Alpha Condé, qui parle des réformes. Les grandes gueules.
Nous avons non seulement fait des feuilles de route, mais nous avons signé des contrats de performance. Tous les cadres auront un contrat de performance. Il y aura des pénalités négatives et positives. S'ils réussissent, ils auront des primes. S'ils échouent, ils seront sanctionnés. D'ici fin avril, nous aurons fini la digitalisation. Et ensuite, d'ici fin juin, grâce à l'accompagnement de notre ami de la BAD, nous allons faire l'audit du secteur minier, du secteur des banques et du secteur des sociétés de télécommunications. Parce qu'avec la dématérialisation et la nouvelle technologie, beaucoup de recettes ne rentrent pas. Nous allons faire en sorte que toutes ces recettes rentrent. Les grandes gueules. La Guinée va faire sa révolution culturelle, pas seulement au niveau des ministres ou des dirigeants, mais au niveau des populations. Nous allons faire voter des lois extrêmement dures. Il est inadmissible que des gens vendent des produits périmés. C'est un crime. Donc nous allons faire une loi. Chaque fois que vous avez des produits périmés, on va calculer l'ensemble des marchandises que vous avez dans votre magasin. On va vous mettre une amende double de cela. Il faut que ça soit très clair. Aussi, les conditions sauvages seront tous cassées. Et Conakry doit ressembler à une ville. Erdogan a dit à son passage que Conakry n'est pas une ville. J'espère qu'à son prochain passage, il dira que Conakry est enfin une ville. Et la Guinée va renouer avec la discipline. Première République, la discipline était très dure, mais on est passé de l'extrême dureté à l'anarchie. Le gouvernement guinéen est décidé à prendre toutes les mesures pour qu'il y ait la discipline, le respect des biens publics et la fin de l'anarchie. Nous allons enseigner l'enseignement civique de l'école primaire jusqu'à l'université. Les grandes gueules. Alpha Condé, à l'instant, Daouda Mohamed Kamara, beaucoup de sujets ont été évoqués, entre autres. Oui, effectivement, beaucoup de sujets ont été évoqués. On a réussi à prendre quelques notes. Alpha Condé s'est intéressé également aux investisseurs étrangers, mais aussi à l'agriculture. Voilà. On sait qu'Alpha Condé, avec ses engagements qu'il a toujours prônés, avec les rencontres du côté de Dubaï, de Paris, de par-ci et de par-là, même jusqu'à Londres, il y a eu des rencontres des Guinéens, le B2B. On a assisté à beaucoup de B2B entre les investisseurs guinéens, mais aussi les investisseurs étrangers. C'est une très bonne volonté qu'il y ait tout cela. On va essayer de partir avec les extraits, Daouda, et on revient. Les grandes gueules. Nous voulons attirer des investisseurs. Il y a des gens qui nous critiquent parce qu'ils ne veulent pas investir, ils veulent seulement des marchés. La Guinée a une tradition d'indépendance, de défense de la souveraineté. Aujourd'hui, la Guinée se développe. Certains sont mécontents. Mais tout le monde est là. On m'a accusé de tout donner aux Chinois. Mais quand vous regardez la Guinée, Alcoa est une société américaine. Alcoa seul a 5 milliards de tonnes de bauxite de réserve, plus que toutes les autres sociétés unies. Vous avez Rusal qui a Gandian, qui a Kindia, qui a Fria. Vous avez Adufer qui est une société anglaise qui est à Boufa. Vous avez Mubadala qui est une société d'Abu Dhabi qui est à Sangaredi. Vous avez Ashapura qui est une société indienne. Au niveau du fer, vous avez une société américaine-canadienne pour le Mont Nimba, une autre société pour le Gotha. Et surtout, notre minerai de fer le plus riche au monde, qu'on ne trouve qu'à Karija. Or, Karija, c'est l'Amazonie. Pour exploiter, c'est mettre en cause l'environnement mondial. Nous savions très bien que jamais Rio Tinto n'aurait développé cette mine. Parce que cette mine a une teneur de 65%, Peralabas à 30%.
Donc, Rio Tinto gagnait en bourse en présentant Simandou. Pendant ça, il ne pouvait pas développer, parce que développer Simandou, c'est fermé, puis à la base. Grâce à Dieu, aujourd'hui, nous avons pu faire un appel d'offres. Simandou 1 et 2 va être développé avec un chemin de fer de 650 km et un port en eau profonde. Parce que si notre minerai de notre bauxite est meilleur que la bauxite australienne, nous sommes défavorisés par la distance. Mais avec le port en eau profonde et les bateaux de 100 000 à 200 000 tonnes, nous allons casser cela. Les grandes gueules. Président Alpha Condé à l'instant, évidemment. Daouda Ahmed, on va continuer. Hein. Il s'est intéressé aussi à d'autres secteurs. Oui, effectivement, à l'agriculture. Effectivement, il s'est intéressé également à l'agriculture. Voilà. On va encore une fois de plus l'écouter et on revient. Les grandes gueules. La Guinée n'est pas seulement un scandale géologique, comme on le dit, c'est aussi un scandale agricole. Et nous cultivons à peine le tiers. Aujourd'hui, nous avons dégagé, nous avons fait des études avec voie aérienne et nous avons, pendant la période coloniale, les Blancs avaient fait certains aménagements. Nous voulons les réhabiliter et cela va nous permettre de faire 2 cultures par an. Il faut que la Guinée devienne autosuffisante en produits de première nécessité et exportateur. Deuxièmement, il faut que la Guinée développe les 4 chaînes de valeur. La chaîne de valeur des produits vivriers et autosuffisants, la chaîne de valeur des fruits. Nous voyons l'exploitation aux États-Unis. Notre ananas est classé 9 sur 10, alors que l'ananas venant d'Amérique latine est classé 4 sur 10. La mangue est classée 6 sur 10. Donc, nous allons développer la chaîne de valeur des fruits, la chaîne de valeur des cultures maraîchères, la chaîne de valeur des produits d'exportation. Pour cela, l'objectif principal du gouvernement dans ce mandat-là, c'est les infrastructures, les routes, les pistes, etc. Et aussi l'amélioration. Nous avons assez de production, mais nous avons le problème de transport. Et aussi, nous avons une perte énorme. Surtout ça. Avec d'autres secteurs, évidemment. C'est aussi intéressé à la question de la fonction publique. Ouais, on va l'écouter. Nous allons mettre fin à ces magouilles favorisées. Je constate, par exemple, qu'il y a des fonctionnaires qui sont en fonction depuis 50 ans. Or, l'âge de la retraite, c'est 65 ans. Donc, j'ai mis en place un groupe de travail. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de fonctionnaires. Si vous voyez leur date de naissance et leur date d'entrée en fonction, ils sont entrés en fonction à 9 ans. Voilà les inconvénients. Donc, tout ça, ça va être balayé. Je n'aurai aucun état d'âme. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de parents. Mon ami, mon parent, c'est... Allez, on continue, mon cher Moïse, avec toujours le président Condé. Oui, qui s'est exprimé sur la question des droits humains. Justement. On y va encore, on va l'écouter. On essaie de critiquer la Guinée. J'ai parlé avec l'ambassadeur d'Allemagne il y a quelque temps. Il me disait, Monsieur Condé, nous sommes victimes de la même chose. Dès qu'on parle, on dit, les Grecs et les Turcs nous disent, vous les nazis. La Guinée a fait d'énormes progrès sur le plan des droits humains. Mais on continue à considérer la Guinée comme avant. Les pays qu'on dit démocratiques en Afrique, ils mettent leurs opposants en prison. Nous, on n'a jamais mis d'opposants en prison. Les gens qui sont en prison ne sont pas des hommes politiques, malgré la campagne. Parce que vous savez, les journalistes français, ils ne respectent pas les chefs d'État africains. Moi, je n'accepte pas qu'on ne me respecte pas. On doit se comporter avec moi comme avec le président français. Ce que tu ne peux pas faire avec le président français, tu ne le feras pas avec moi. C'est pourquoi RFI et France 24 racontent ce qu'ils veulent. Mais le mensonge peut aller vite, mais la vérité rattrape toujours. La véritable image de la Guinée finira par être connue. Ce n'est pas les ONG qui sont responsables. La victoire a beaucoup de pères, la défaite est orpheline. Les grandes gueules.
Allez-y, mon cher Diba, il y a ce dernier secteur que nous allons... Justement, le chef de l'État a également mis un accent particulier sur l'émergence des cadres compétents au sein de l'administration. Nous allons faire aussi la certification. Parce qu'on a des cadres très brillants qui sont écrasés par des cadres incompétents, uniquement faisant des relations avec les ministres. La certification va permettre de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Alors, Monsieur le Premier ministre, Monsieur les ministres, Messieurs les directeurs généraux, vous êtes prévenus. La certification mettra à la place l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et je vous souhaite plein succès et j'espère que vous serez davantage encouragés à venir investir en Guinée. S'il plaît à Dieu, la Guinée sera la deuxième puissance économique de l'Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais nous sommes décidés à le faire. Merci. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Et sur Espace TV, évidemment, tous les matins. Merci encore une fois de nous rejoindre. Dans 10 minutes, le président de l'UFR prendra la parole, évidemment, sur notre antenne. C'est bien sûr Sidya Touré. Mon cher Moussa, on a écouté Alpha Condé qui est revenu un petit peu sur des réformes, entre autres. Beaucoup de secteurs ont été touchés et c'était vraiment la peine. Gros point d'interrogation parce qu'on voit quand même l'image du pays et on se retrouve là à critiquer, à s'auto-critiquer. Mais je trouve que, encore une fois, puisqu'il tient coûte que coûte à donner un corps à son slogan « Gouverner autrement », qui est passé d'abord par la mise en place quand même de critères de performance, de contrats de performance signés au sein de la fonction publique au niveau de certaines régies, de certaines directions nationales. On a vu le passage du directeur des impôts et celui également des douanes. Et donc donner corps aussi à son slogan « Gouverner autrement », ça passe aussi par montrer au monde entier que la Guinée a un autre visage. Un autre visage et que l'atmosphère dans le pays est moins turbulente que ce que l'on laisse croire, surtout les médias occidentaux, pour lesquels il a une véritable aversion. Et puis que, contrairement à ce que l'on dit, que le pays est stable. Mais moi, je veux juste faire remarquer, avant d'entrer dans les réformes qui ont été annoncées, que l'initiative, elle est belle, elle est bonne. Parce que ça signifie qu'il y a des cadres qui réfléchissent et qui travaillent autour du développement du pays, qui ont quand même des ambitions, qui veulent vraiment que le pays puisse aller de l'avant. Mais je dis que tout cela est tenu par la politique générale qui est appliquée par le chef de l'État lui-même en matière de stabilité, en matière de paix, en matière de concorde nationale. Et c'est pas par décret ni par arrêté ministériel, encore moins par des forums ou des ateliers que l'on va imposer cette paix, cette crédibilité. Elle doit se sentir au jour le jour. Dans les rapports que les citoyens ont avec l'État, dans les rapports que les citoyens ont avec la justice, dans les rapports qui existent entre les 3 pouvoirs, l'exécutif, le judiciaire et le législatif. S'il y a empiètement, s'il y a violation au niveau des textes fondateurs de ce pays, je pense que ce sont ces réalités-là du quotidien de chaque citoyen qui vont faire la promotion de la Guinée, autre que donc ces forums auxquels nous assistons. Donc le véritable challenge, c'est comment pratiquer au jour le jour, en tant que gouvernant, ce qui est dit dans les rapports que vous avez avec les gouvernés, en termes de respect des droits humains, en termes de respect de la justice. Si cela n'est pas fait, on aura beau réunir au sein d'une salle, Lamine, toutes les têtes qu'il faut, parce qu'il y avait quand même de la ressource humaine dans ce forum. Le représentant de la Banque africaine de développement était également présent, les représentants de la Société financière internationale. Il y a aussi des têtes guinéennes qui font de la Banque mondiale. Exactement. Donc vous avez des têtes guinéennes qui sont comme on appelle, dans des startups d'avenir, qui ont développé quand même des solutions qui sont encourageantes.
Je parle de Tulip, je parle également de M. Diawara. Donc, il y avait vraiment de la ressource humaine. Et vous avez aussi l'ancienne ambassadrice des États-Unis en Guinée, la dame également qui était prévue donc dans ce forum-là. Donc, je trouve qu'il y a de belles ambitions. Mais il faut tenir compte du premier pan de mes propos, parce que c'est cela le vrai challenge, l'application sur le terrain. Ensuite, dans le secteur minier, c'est vrai, il y a eu beaucoup de sociétés minières qui se sont installées. Je ne suis pas spécialiste dans le domaine, mais mon baromètre, c'est ce que vivent les citoyens dans ces différentes zones minières. Mon baromètre, c'est le quotidien de ces citoyens. Mon baromètre, c'est ce que je constate quand je vais à Bokeh, quand je vais à Kamsa, quand je vais à Sangaredi. C'est cela mon baromètre, parce que c'est du vécu. Je peux toucher cela, c'est tangible. Et quand vous vous basez sur cela, vous vous rendez compte que c'est vrai, ce boom économique dans ce secteur n'a pas il n'y a pas de reflet. N'a pas assez impacté positivement, bien entendu, le vécu, le quotidien de ces citoyens, surtout ceux qui sont dans ces différentes zones minières-là. Je trouve que au niveau de la chaîne de valeur dans ce secteur, on peut encore mieux faire. On ne peut pas du tout se taper la poitrine quant au tonnage de bauxite, de terre brute que nous exportons du pays. Si on n'a pas la possibilité de transformer tout cela sur place, et qui implique la maîtrise de l'énergie, que nous n'avons pas encore entièrement en main, même si des investissements lourds ont été effectués dans ce domaine-là. Parce qu'en termes de plus-value, quand vous regardez les pays où ces matières premières qui quittent notre pays, par exemple la bauxite, sont transformées, vous vous rendez compte que ces pays-là ont plus de bénéfices que nous. Alors que c'est de nos terres quand même que ça sort. Et le processus est irréversible. Parce que là où vous creusez 10 mètres, vous creusez 5 mètres, vous n'allez pas venir 10 ans plus tard, vous trouvez que la terre vous a redonné de la bauxite. Donc c'est irréversible. Donc vous prenez pour la génération actuelle, vous prenez pour la génération future. Donc c'est quelque chose alors qui doit profiter de façon durable au pays, aux concitoyens. Et il a parlé de l'agriculture, je ne parlerai pas de tout le secteur, mais sur le plan des droits humains, il dit qu'il n'y a pas d'opposants en prison, qu'il n'y a pas de détenus politiques en Guinée. Je ne sais pas, c'est quoi la définition de détenu politique, mais ça, quand j'ai écouté cela hier, ça m'a bien fait rire, parce que j'ai commencé à me poser des questions, à douter de moi-même. J'ai dit, ils appartiennent à quelle formation politique? Ils militent au sein de quelle formation politique? Ont-ils vraiment une adhésion connue, officielle, au sein de ces différentes formations politiques? Ça, c'est une façon de minimiser un tout petit peu cette question épineuse, qui est liée donc à la détention depuis des mois de ces opposants en prison. Je pense que ce n'est pas la bonne méthode sur le toit de l'humanité pour essayer de balayer d'un revers de la main cette épine, parce que c'est vraiment une épine. Il faudrait, encore une fois, faire face à ce dossier-là, permettre à ces gens qui sont en prison d'être jugés de façon responsable, avec bien entendu une justice indépendante, pour que l'on sache s'ils sont coupables ou pas. Mais de cette façon, on se rend bien compte que c'est minimiser le problème, et c'est encore enfoncer ces jeunes gens qui sont en prison, arrêtés depuis quand même quelques mois. Justement. Allez, d'autres pans, Mafoudi Avangoura, il est habitué un petit peu des rhétoriques, voilà, parce que on a vu au début, il lisait quand même, c'était préparé. Après, évidemment, quand on est habitué à faire des discours, c'est assez compliqué. On se tient pas compte en fait de ce qui est écrit. Il donne des mots de tête au service de com, du côté de la présidence. C'est du tout alpha. Il y a effectivement des personnalités comme ça qui ont du mal à rester dans un cadre. Ils préfèrent être eux-mêmes. Évidemment, ça devient un gros problème pour l'équipe de communication autour, mais à la fin, c'est lui qui décide. Donc, s'il décide de ne pas lire, il ne va pas lire. En tout cas, mais non, attendez, vous n'avez pas engagé les gens derrière après. Non, je sais, je comprends très bien. Parce que sur la tribune, vous avez vu, il y a même une note qu'on a déposée après, je ne sais pas trop ce que ça disait, mais bon. Il n'est pas le seul. On a vu beaucoup de dirigeants qui, des fois, laissent de côté leur discours, qui se disent, je préfère dire ce que j'ai sur le cœur. Et évidemment, lorsqu'on va sur ce terrain, c'est là que ça va dans tous les sens. Parce qu'avec le discours écrit, on est mieux cadré. Mais lorsqu'on commence à parler, en tout cas, c'est un président qu'on connaît depuis des années, qu'on a retrouvé,
qui a voulu être franc dans ses propos, donc il s'est attaqué à tout ce qu'il lui venait sur le coup, sur la tête, parce qu'il a tout le temps beaucoup de choses à dire, et hier, tout ce qui lui est venu dans la tête, il est revenu là-dessus, justement, les cadres, les politiques, ça on le sait déjà, il rate aucune occasion pour taper sur eux. Et aussi mais mettre tout le monde dans le même sac, je veux dire, ça, il y a un souci là, quelque part. Oui, il y a un souci, mais... Insulter tous les Guinéens, à dire qu'on n'a pas honte, le Guinéen ne connaît que la peur, j'ai trouvé ça catastrophique. C'est vrai que ce sont des propos qu'on ne voudrait pas entendre de lui. Un président ne veut pas dire ça. Exactement. C'est pourquoi justement il faut être dans son discours. Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je voudrais, parce que c'est très important qu'on n'occulte pas aussi. Je crois hier dans le reportage, on a vu ses larmes. Le reporter l'a signalé. Oui, il a commencé lorsqu'il y avait l'hymne national. C'est un président qui a versé quelques larmes. En tout cas, si on écoute le reportage qu'on a écouté, qui est passé sur Espace TV, si on fait passer tout à l'heure, vous allez le remarquer, Sadio l'a signalé. Alors c'est pour dire que c'est un président ému, peut-être content de voir des... L'émotion n'a pas sa place là, Lamine, les personnes sont ce qu'elles sont. Les personnes... Non, je ne le défends pas, c'est des propos... Je n'ai pas dit que tu le défends. Oui, c'est les propos que je ne conçois pas, mais je voudrais aussi qu'on essaie de voir la personne, parce que chaque personne a sa personnalité. Il y a des personnes qui sont très, si on veut, fermées à toutes les occasions, mais il y a des gens qui sont un peu plus ouverts, qui montrent autre chose, mais ça ne dénote pas d'une faiblesse, c'est ce que je veux dire. Maintenant, c'est quand même un président qui apparemment était ému par ce qu'il a vu. Quand il parle aujourd'hui de l'investissement, c'est vrai que la Guinée, c'est une réalité. On ne va pas suffisamment revenir là-dessus. On ne peut pas quand même condamner le président pour une lame versée. Un président qui est taxé d'être rigide, d'être assez caustique vis-à-vis de tout le monde. Il vaut mieux ne pas regarder Lamine. Lamine, j'ai pas fini. Moi, je commence à avoir de l'espoir. J'ai pas fini, Lamine. Allez-y. Mafoudia, 30 secondes, s'il vous plaît. Alors, je disais que, comme on le dit, on ne va pas suffisamment revenir là-dessus. La Guinée est un scandale géologique. Et lorsqu'il y a des initiatives comme ça, d'ailleurs, la nécessité de mettre en place un département comme le ministère de l'Investissement et des Partenariats publics-privés, c'est qu'il y avait le besoin, parce qu'il y a effectivement, il ne s'agit pas d'avoir des ressources, il faut pouvoir les organiser, appeler des gens qui peuvent investir. Bien. La mine. Oui. Bakar, Moïse a pris combien de temps, s'il te plaît? Avec ses... Allez-y. Oui, merci. Allez-y, je te suis. Merci bien. Voilà. Donc, il y a le besoin aujourd'hui de pouvoir investir en Guinée. Mais encore une fois, ce forum n'est peut-être pas une première, parce qu'on a vu beaucoup d'autres rencontres où on est revenu sur la nécessité de pouvoir investir. Mais encore que, je pense que ce qu'il va falloir faire, c'est que le président investisse davantage peut-être sur lui-même, parce qu'il est le premier. Il est le président de la République. Quand on parle des investissements, il y a des Guinéens qui doivent pouvoir travailler. On va tout avoir, parce que avec la réalité politique qui se passe, les bisbilles et autres, ce sont quand même des situations qui ne sont pas de nature à favoriser l'investissement ou le sérieux. Parce que lorsqu'il n'y a pas de paix, il y a tout le temps des manifestations. Parce que les investisseurs, par exemple, lorsqu'ils veulent venir dans un pays, ce sont des choses sur lesquelles ils misent. La sécurité, la justice et autres. Lorsque tout le temps, ce sont des problèmes qui ne finissent pas, on a l'impression que le pays est dans l'instabilité. Donc, on a de ces entrepreneurs, de ces investisseurs qui ne mettront jamais leur argent. Donc, c'est bien ces forums. Moi, je les apprécie. Ça permet de vendre, de promouvoir ce qu'on a. Mais en même temps, il va falloir mettre en place un cadre propice pour de l'investissement. Et c'est ce qui manque. Et le travail là revient à lui en premier et à tous les cadres guinéens. Voilà, Mafoudia Bangoura. Allez-y, Diba Milimono. Justement, hier, cette cérémonie d'hier, je pense qu'il y a deux choses qui attirent mon attention. D'abord, c'est le qui parle. C'est le président qui parle et où il le dit. C'est dans un forum qui réunit quand même l'écosystème entrepreneurial guinéen, mais aussi sur le plan international. Parce que n'oubliez pas qu'il y avait des entrepreneurs qui étaient en visioconférence, qui suivaient quand même le discours du chef de l'État. Une telle sortie, est-ce que ça renforce l'attractivité du pays? Je dis non, parce que c'est l'effet inverse qui risque de se produire. Lorsque vous êtes condescendant vis-à-vis de votre peuple, allez jusqu'à dire que les Guinéens n'ont pas honte, et ils ont peur. Je pense que c'est pas le lieu de tenir de tels discours. Justement. Parce que hier, ça a touché plus d'un. Certes, Alpha Condé, il a été toujours fidèle à lui-même avec ses sorties. Parfois, il étonne beaucoup de gens. Mais je pense que dans un tel contexte où vous avez quand même l'intellect, vous avez des gens sur le plan international qui vous suivent, ce sont des mots qui peuvent aller très loin. Donc, je pense que hier, on n'en avait pas besoin. Certes, il est dans cette dynamique de gouverner autrement.
Je suis d'accord avec lui, à un moment, il faut une révolution culturelle dans le pays, parce que c'est bon de dire le gouvernement ne pose pas d'actes, mais il faut que les citoyens aussi prennent conscience un peu de leur responsabilité dans la société. Ouais. C'est bon, mais le discours, à mon avis, était un peu décalé par rapport à un peu au contexte, parce que c'était pas, disons, un conseil des ministres, ce n'est pas le lieu approprié de tenir de tels discours. Ça, deuxièmement, lorsqu'il parle aujourd'hui de la digitalisation de l'administration, parce qu'il revient plus souvent sur cette question, moi je pense que lorsque vous voulez mettre en évidence des réformes, il faut d'abord créer les conditions. Est-ce que les conditions sont réunies aujourd'hui pour aller rapidement vers une digitalisation? Parce qu'il dit d'ici fin avril. Donc ça veut dire digitalisation, c'est la dématérialisation d'abord. Ensuite, il faut informatiser. Aujourd'hui, vous allez dans les mairies, ce sont des piles de documents qui sont là. Vous allez au ministère de la Sécurité, dans les justices, c'est des piles de dossiers, l'administration elle-même. Donc, je pense qu'il y a d'abord un travail de dématérialisation à faire en amont, avant aujourd'hui de se dire oui, les datas sont là aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Ce sont les sociétés privées qui vont profiter. Donc, je pense que le chef de l'État, il est engagé dans cette réforme, mais il faudrait d'abord jeter les bases d'une réforme solide. Donc, il faut d'abord préparer. Il faut qu'on ait une politique nationale de digitalisation dans le pays avant aujourd'hui d'aller vers cette digitalisation nationale et ensuite penser un peu aux différents secteurs, le e-santé, le e-education. On a écouté Bano qui disait que oui, en fait, on va aussi faire la digitalisation au niveau de l'éducation. Ça ne se fait pas avec des discours, il faut d'abord jeter les bases. Maintenant, sur la question de l'agriculture, il faut qu'on rappelle une chose. Il y a l'interrelation entre les secteurs. Si vous voulez développer l'agriculture, il faut développer l'énergie. Il faut développer l'énergie parce que s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, les citoyens, quand même, quelle que soit la production qu'on va faire, il faut aller vers une transformation qui peut profiter au pays. Et la transformation suppose qu'il y a une création de richesses, d'emplois. Donc, il faut créer l'énergie. Il faut aussi des routes. Parce que souvent, ceux qui sont en race campagne se plaignent pour dire on a une production qui est importante, mais on n'arrive pas quand même à déplacer. On a du mal à dire souvent, mais c'est comme si c'était des sous-guinéens. Et voilà. Je pense que ça, c'est grave. Justement, donc je pense que le président, c'est bon de dire oui, l'agriculture on va développer. Depuis 10 années, ce sont les mêmes discours. Mais attention, il faudrait quand même jeter les bases pour dire nous avons quelque chose en main et ça peut nous permettre aujourd'hui d'avoir cette agriculture. Pour finir rapidement, sur les droits humains, aujourd'hui le Rwanda c'est une puissance sous-régionale. C'est parce que tout simplement, ils ont travaillé sur l'attractivité du pays. Et l'attractivité du pays, c'est d'abord la justice, c'est les droits humains, c'est de libérer les prisonniers politiques qui sont dans le pays parce que certes, il y avait les bailleurs et tout cela pour les rassurer, mais attention, s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de respect des droits humains, si sur le plan international on dit que vous avez emprisonné quand même vos opposants, ça dissuade les investisseurs. Il faut commencer à travailler. Voilà. Diba Milimono, allez-y mon cher Daouda Mohamed. Je crois, comme Moussa l'a dit d'ailleurs, et on l'a dit depuis que les élections, après l'investiture, le président Alpha Condé est venu avec ce slogan « Gouverner autrement ». Aujourd'hui, la gymnastique consiste à faire quoi? À trouver de la matière pour mettre dans ce slogan. Et il est en train de le faire. Mais à la grande surprise, il faut reconnaître cette volonté en lui parce qu'il le dit. Maintenant, dans la pratique, c'est autre chose. Tout ce que le président Alpha Condé ramène aujourd'hui comme élément de contenu à ce slogan de gouverner autrement, ce ne sont pas des propos nouveaux. Toutes les fois qu'on a écouté le président Alpha Condé, les mêmes termes sont revenus. Il a rappelé par exemple le cas de Erdogan. Erdogan qui a séjourné en Guinée. Ce n'est pas la première fois que le président Alpha Condé rappelle Conakry, au prochain voyage de Erdogan en Guinée, il comprendra que Conakry a changé. Les larmes dont on parle, ce n'est pas la première fois que le président Alpha Condé verse les larmes. Oui, je vois en fait. Il a encore c'est la note en fait qu'on a envoyée à dire que les larmes aussi c'est le bonheur. Ce n'est pas la première fois que le président Alpha Condé verse les larmes. Il en a versé au Palais du Peuple devant les femmes. Là également, ça a attiré les attentions parce qu'on sortait de multitudes de manifestations, il y avait des morts et autres. Il a tenu son discours quand il a vu le monde qui était là, les femmes qui étaient là. Il a versé également des larmes ces jours-là. Donc aujourd'hui, prendre les larmes d'hier pour dire que ce sont des larmes de bonheur, d'émotion, je ne crois pas, je n'en crois pas trop. Ça peut être aussi un élément. C'est pas du cinéma quand même, mais non, c'est pas du cinéma, Daouda. Ça peut bien être. Ça peut bien être.
un élément. Ça pourrait être la difficulté de lire. Ça peut bien être un élément. Il avait avec sans ses lunettes, qu'il devrait aller voir un ophtalmologue. Non, Mafoudia. Ça peut bien être un autre élément de communication. Ouais. Ça peut bien être un autre élément de communication. Sauf que ça paye pas à tous les coups. Je suis désolé. Pour obtenir, par exemple, l'assentiment de Mafoudia. On avait vu Mobutu le faire. Pour obtenir, par exemple, l'assentiment de Mafoudia qui dit qu'il a sa personne, il a sa personnalité. Aujourd'hui, le président Alpha Condé, c'est vrai qu'on ne le dira pas assez. Cette volonté, il l'exprime. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait comme élément concret sur le terrain pour l'atteinte de ses objectifs? Il est bien seul. Hein. Ce n'est pas... peut-être il se met seul. Ah bon? Il se met seul. Il est le chef d'équipe. Il a autour de lui des éléments. Il y a un chef de gouvernement quand même. Il y a un chef de gouvernement. Oui. Mais le chef de gouvernement n'a pas ce pouvoir de faire ce que doit faire le président. Mais non. Non, il n'a pas ce pouvoir. Mais non. Il n'a pas ce pouvoir, il faut le reconnaître. Je le vois beaucoup plus Sarkozy, Alpha Condé. Sincèrement, voilà, très introduit. Enfin bref, il est beaucoup plus sur le terrain. Le PM est effacé complètement. Bref. Ah ben voilà. Ouais. Alors vous me rejoignez. Vous me rejoignez pour dire que. Mais c'est lui qui le fait. Parce qu'il veut être là. Bien. Il n'a pas besoin d'être partout. Il n'a pas besoin de faire des visites dans les bureaux. Il n'a pas besoin de venir savoir quel ministre est venu à l'heure, quel ministre n'est pas venu à l'heure. Il a un chef de gouvernement, il a un ministre, il a un gouvernement, je vais dire. Le travail peut être fait à ce niveau. Il y a quand il dit l'année 2021 est l'année de la transformation. Ouais. Je me demande bien qu'est-ce qu'on a pu avoir comme base qui permette de réaliser cette transformation en une année. Bien. Ça, bien. C'est une question qu'on se pose. 10 ans après, on a certes des acquis, mais cette transformation en une année, je veux bien savoir avec quelle baguette magique cela va se réaliser. Paris ne s'est pas construit en 2 jours, hein, mon cher ami. Voilà, Paris ne s'est pas construit en 2 jours. C'est un process. Aujourd'hui, j'ai grand espoir. J'ai grand espoir que les gens ne pensent pas que quand on dit qu'on n'a pas espoir ici ou qu'on n'aime pas Alpha Condé, ce n'est pas le cas. On aime bien la Guinée. Ouais. Ce n'est pas à nous d'aimer Alpha Condé, mais il a dit il n'a pas d'amis, il n'a pas de pareil, il n'a pas ceci. Il n'a que la Guinée. Ouais. Nous aussi, nous n'avons que la Guinée. Nous voulons que ces actions convergent dans le sens du développement de la Guinée. Bien. Daouda Mohamed Kamara, allez-y mon cher Antoine. On a écouté comme d'habitude le papa des rhétoriques, Alpha Condé, qui chaque fois qu'il a l'occasion se répète. Et par rapport au fait qu'il n'ait pas lu le discours qui lui a été soumis, mais j'ai envie qu'on ne soit pas surpris. Parce que le président cherche des occasions souvent pour s'exprimer parce qu'il n'a pas l'occasion. Mais c'est pas le lieu approprié, Guy Baladi. Je vais vous dire pourquoi. Voilà. Parce qu'Alpha Condé refuse des conférences de presse. Il refuse des adresses à la nation lorsque cela se doit. Alpha Condé refuse les occasions opportunes pour s'adresser aux Guinéens. Il profite des occasions lorsqu'il y a des étrangers dans le pays pour vexer sa population, pour vexer ses cadres. Parce qu'hier, il y avait des corps étrangers parmi nous. Il a profité de l'occasion pour montrer à ces corps étrangers que ces cadres en Guinée ne sont pas dignes de confiance. Beaucoup parmi eux ont tendance à ne pas travailler pour la Guinée. Guiba l'a rappelé tantôt. L'événement avait lieu par visioconférence. D'autres cadres à l'étranger suivaient cette sortie du président de la République. Lorsqu'Alpha Condé, dans ses propos, jusqu'à ce jour, continue de dire il faut, on va, nous allons. Mais je me dis que les 10 ans qu'on a vécu lors du premier, deuxième mandat, ça n'a servi pratiquement à rien. Ouais. Parce que pour moi, dans ce troisième mandat, on aurait dû nous présenter tout de même le bilan engrangé lors des 2 premiers mandats. On aurait dû nous dire, en 2 mandats, j'ai fait ci, j'ai fait ça, voici ce que j'ai promis aux Guinéens, voici ce que j'ai réalisé. Il reste encore à faire, nous allons continuer à le faire. Mais pour les 6 ans à venir, au regard de ce que dit le président, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui entame pour la première fois la gestion d'un pays. Et la plupart des mots utilisés sont au futur. Tout est au futur et c'est pour une première que sur le terrain, on voit des castes d'une grande envergure, à part ce qu'on a vu à Kapororaï, par rapport à la caste au niveau des emprises de la route. Ouais. Il donne l'impression de vouloir travailler, sauf que ce qu'il dit, on a trop entendu et on a envie de voir plus. De l'autre côté, parlons des journalistes français. Lorsqu'il s'en prend à eux de manière ouverte en les citant nommément,
Mais on l'a vu lorsqu'il a rougi de colère dans l'interview avec TV5. Vous vous rappelez, lorsque la journaliste l'a dit, je sais pas, je suis choqué. Je suis choqué à l'époque. À plus de 6 ou 7 reprises, il n'a pas pu se contenir devant les journalistes français parce qu'il est assez... Il est parfois infaillible aux critiques. Non, en fait, c'est de la com, tout ça, mon cher ami. Oh Dieu. Non. Si tu en sais beaucoup, tu te tais. Il y a ces réalités parfois. Ouais, mais c'est ce que lorsqu'elles sont dites, Alpha a horreur de cela. C'est ce que je constate. Ouais. Parce qu'il dit qu'il n'y a pas de journalistes en Guinée. Et les médias étrangers également, ils ne les gobent pas du tout. Je me demande finalement, mais qui, Alpha Condé, qui est l'interlocuteur fiable d'Alpha Condé en matière de journalisme? Parce qu'en Guinée, il n'y a pas d'interlocuteur fiable. Ils refusent les interviews en Guinée. Ils l'ont été. Chefs d'État, c'est une technique parfois des chefs d'État, parce qu'il y en a qui n'acceptent même pas certaines questions. Je pense que c'est RFI a été là quand Alpha Condé critiquait tout sur Lansana Conté. Justement, en Guinée, il pense qu'il n'y a pas de journalistes en Guinée. Mais lorsqu'il a envie de communiquer, afin qu'il soit entendu sur le plan international, c'est à ces gens-là qu'il fait recours. Malgré qu'il dit qu'il n'a pas confiance en eux, j'estime qu'il y a une certaine contradiction dans les façons de faire du président qui doit changer. Pour clore peut-être la mine, lorsqu'il parle de la sédentarisation des cadres à leur poste, parlant de certains qui ont fait plus de 50 ans dans leur fonction, à ce niveau, c'est une réalité. En Guinée, beaucoup de cadres sont devenus vieux. Ils sont devenus des vieils hommes à leur poste. Cela n'est pas contrôlé. Vous allez dans des bureaux, vous allez voir des personnes qui ont dépassé l'âge de la retraite, mais qui continuent de travailler parce qu'il n'y a pas de contrôle véritable. J'espère juste que toute cette tortue du président ne sera pas une sorte de discours en l'air. On espère que derrière il y aura des actions en vue de changer ce pays qui en a besoin, parce qu'il nous promet qu'on va devenir la deuxième puissance économique. On verra bien. Merci beaucoup, à ce niveau, je rappelle au président que la Guinée demeure encore le pays le plus obscur d'Afrique et même. Oh, Antoine, quand même. Non. C'est le pays le plus obscur. Il y a l'électricité. Vous promenez la nuit, la mine. Si, il y a l'électricité quand même, Antoine. Non. Je m'explique. On est encore le pays le plus obscur. Je vous dis pourquoi. Antoine, attendez, je vous explique. Je vous dis pourquoi. Dans les foyers. Il y a une amélioration. Dans les foyers, oui. Tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir, Antoine. Attendez que je finisse. Certes, on a beaucoup de défis à relever, mais tout n'est pas noir. Promenez-vous à Conakry la nuit. Les lampadaires sont prêts, sont tous éteints. Lorsque vous êtes en l'air, c'est aussi une façon de voir si le pays est illuminé ou pas. Merci beaucoup, dans Antoine. les avions, lorsque vous voulez atterrir à Conakry, mais vous ne savez pas où est la capitale guinéenne, parce que tout est noir. Ailleurs, tout est illuminé ailleurs. En Guinée, à part les foyers, à part les maisons, les foyers, toute la capitale guinéenne est noire. Parce qu'il n'y a pas d'initiative pour rendre belle la capitale. Et je me dis que 10 ans, ça a été 10 années de perdu. Et au regard de ce que dit le président, il n'y a pas... Non, Antoine, sincèrement... Allez, continuez les grandes gueules chez vous. Tous les matins, vous nous regardez également à la télévision dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs, à 10h10. Sidia Touré interviendra évidemment sur cette antenne. On s'intéresse aussi aux vrais gens. Et ce dossier, cette enquête de Moussa Moïse Sida, 3 employés de l'hôtel Sheraton donc ont été licenciés il y a 5 mois. Le premier a en effet été renvoyé, licencié en octobre dernier pour avoir cassé donc un pot de fleurs. Les syndicalistes qui ont aussi voulu défendre donc son dossier devant les responsables de l'établissement hôtelier ont tout simplement été renvoyés. Les démarches menées auprès de l'inspection générale du travail ont été vaines. Les employés donc ont finalement bénéficié du soutien de la Fédération de l'hôtellerie touristique, restauration et branche connexe en Guinée. Cette fédération et 2 autres structures syndicales ont décidé de porter l'affaire devant l'Organisation internationale du travail, et la plainte est portée contre l'État guinéen pour le non-respect de la convention relative à la protection des travailleurs. Éclairage et réaction ce matin avec Mamadou Diawara, inspecteur général du travail de Conakry, et Mamadou Saliou Diallo, secrétaire général de l'Organisation nationale des syndicats libres de Guinée. Ils seront ce matin chez nous dans cette émission Les GG. Et puis un coup de projecteur ce matin sur un talent guinéen, Dr Diawara à l'honneur. Évidemment, il vient donc de remporter la 5e édition du prix Challenge Afrique. Sa plateforme donc Afriqueur, destinée aux professionnels de la santé et des patients guinéens et maliens, permet les
les consultations et la prise de rendez-vous en ligne. C'est une innovation majeure appréciée donc par le jury pour la facilité donc qu'elle donne aux médecins d'accélérer au dossier médical du patient, ce grâce à un livret de santé et un carnet de vaccination. Le lauréat est l'invité des GG ce matin. Il sera avec nous dans la deuxième partie de l'émission. Mon cher Moïse, avant de recevoir Sidia, peut-être un mot à dire. Oui, un mot juste pour dire que quand on remarque un tout petit peu les discours qui ont été tenus lors de ce forum, on se rend bien compte qu'il y a des facteurs que nous négligeons, en tout cas que nos gouvernements négligent, qui sont pourtant des facteurs qui constituent des obstacles à la mise en pratique de tout ce qui a été dit, là, de tout ce qui sera dit. Quand la BAD entend s'engager auprès de la Guinée à mobiliser 3 milliards de dollars, je me dis que la première démarche qui aurait dû être faite, et compte rendu bien entendu faire au peuple de Guinée, ce sont les leçons qui ont été tirées des différents forums que nous avons organisés, que la Guinée a organisés un peu partout dans le monde. C'est vrai. En termes de Parce qu'il y a une année, c'était à Londres. Oui, en termes de retour, qu'est-ce que ça nous apporte en termes de retour? En termes de retour, qu'est-ce que ça nous a donné? Je pense que quand vous faites vous posez ces questions, vous vous rendez compte qu'il y a eu certainement des choses qui n'ont pas marché. Parce que les retours, les promesses qui ont été faites, on se rappelle lorsqu'il était revenu de ces voyages-là, à l'époque il voyageait assez, les montants qui ont été annoncés, ces montants-là, on est en train d'entendre encore les premiers centimes de ces montants. Ça veut dire que quelque part, au niveau de la gouvernance de façon générale, il y a des choses qui ne marchent pas. Et puis, le gouverner autrement, c'est aussi un État qui ne ferme pas ses frontières sur une longue période, aussi longue d'ailleurs, du côté de du Sénégal, également de la Guinée-Bissau, qui ferme dans ses frontières, qui empêche ces agriculteurs d'écouler de façon naturelle, parce que c'est une relation commerciale quand même entre les agriculteurs, qui empêche donc ces agriculteurs d'écouler leurs produits. Ce sont des pertes. Parce que ces éléments-là, vous les prenez de façon isolée, vous pouvez les négliger. Mais quand vous les mettez ensemble, vous vous rendez compte que ce sont des éléments qui constituent un véritable obstacle. Le gouvernement autrement, c'est aussi l'administration publique qui n'est pas concurrente au secteur privé guinéen. Parce qu'aujourd'hui, les premiers concurrents, les premiers adversaires de tous les privés que vous connaissez là, c'est l'administration publique elle-même. Bien. Avec ces sociétés qui existent et autres. Quand le chef de l'État menace, je me dis que c'est le rôle de Cellou, ça. Oui, c'est le rôle c'est pas productif. Moussa, on va revenir. Donc je trouve, on va revenir dans la deuxième partie. Ils connaissent bien ce qu'ils font, comment est-ce que ça s'opère sur le terrain. Je pense qu'on aurait dû être dans l'heure de la sanction, dans l'heure de l'action. Bien. Pas dans l'heure de la menace. Bien, Moussa Moïsi là. On revient à 10h. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h.